Alors, on vous souhaite évidemment la bienvenue à cette 30e édition de la Comédie du Livre qui est organisée par la ville de Montpellier, et on vous souhaite évidemment la bienvenue à cette rencontre Il était une fois Proust, une rencontre qui vous est proposée par l'association Cœur de Livre et la librairie Soramps. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Eliane Dezon-Jones, qui est professeure de littérature émérite aux États-Unis, spécialiste de Marcel Proust, mais aussi de Marguerite Yourcenar, et aussi auteur de 4 romans policiers sous pseudonyme, dont un meurtre chez Tante Léonie. Alors pour ceux qui auraient lu Proust, Tante Léonie, ce n'est peut-être pas un hasard, Eliane Dezon-Jones, d'autant que le roman policier dont vous êtes l'auteur se déroule au cœur de la Proust Association à Illiers-Combray. Proust, encore lui et toujours lui. Donc, Eliane Dezon-Jones, nous évoquerons votre ouvrage Le fantôme du petit Marcel, donc, qui est juste devant nous, qui est paru en 2014 aux éditions Viviane Ami, qui sont donc les éditions invitées d'honneur de cette Comédie du Livre. Et puis, à côté de vous, il y a un autre grand fan de Proust, qui est Stéphane Heuet. Vous avez été marin dans une autre vie peut-être, voilà. Je voulais savoir si elle était toujours active ou si c'était du passé. Vous naviguez toujours. Et vous avez découvert l'univers de la recherche de Proust et vous êtes lancé donc dans l'aventure un peu folle d'adapter La recherche du temps perdu, donc 7 volumes en BD qui comporte aujourd'hui, alors votre recherche à vous en bande dessinée comporte 6 tomes, c'est ça ? Traduit dans le monde entier. Et donc vous avez évidemment un rapport avec Eliane Dezon-Jones tout à fait direct, puisque vous avez illustré aussi Le fantôme du petit Marcel, donc de Eliane Dezon-Jones, qui est là. En fait, il faudrait intervertir les livres, puisque vous êtes l'auteur, Stéphane, de celui-ci, et Eliane Dezon-Jones de celui-ci, qui est donc illustré par Stéphane Heuet. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair pour tout le monde. Alors, avant de vous demander comment vous avez rencontré l'œuvre de Proust, tous les deux, et comment vous êtes rencontrés aussi autour de son œuvre, on peut vous dire déjà bravo pour votre initiative, parce que c'est quand même un pari qui paraît complètement fou de transmettre Proust aux enfants, sachant que... Alors, on va passer la parole peut-être justement à vous qui êtes autour de nous. Tout le monde s'est un peu cassé les dents sur Proust à partir de l'école. C'est pas évident, c'est une œuvre monumentale, 1500 pages, peut-être plus d'ailleurs. Voilà, ça dépend des éditions aussi, en fait. Et donc, voilà, certains n'ont pas pu finir le premier tome, certains ont recommencé, se sont un peu escrimé à essayer d'aller plus avant, mais c'est vraiment pas simple du tout, y compris quand on est adulte, de se replonger dans Proust. Alors, première question, avant de vous demander à vous comment vous avez pénétré l'univers de Proust, comment vous êtes arrivé à devenir complètement fan de cet univers. Autour de nous, voilà, petite question, c'est pas du tout un interrogatoire, hein, rassurez-vous, c'est pour savoir, justement, parmi vous, qui a lu Proust ? Qui a essayé de lire Proust et n'y est pas arrivé ? Est-ce que quelqu'un... Ah, voilà, il y a une dame. Il y en a peut-être d'autres qui n'osent pas se dénoncer, mais moi, je vous avoue très humblement que moi, j'ai essayé, j'y suis pas arrivée du premier coup. Hein, donc, il y a une seule personne, madame. Vous avez essayé, vous n'y êtes pas arrivée ? Ah, vous avez lu quelques volumes de Proust ? D'accord. Et vous n'y arrivez pas. Bon, vous allez avoir une consultation qui va peut-être vous aider à aller un petit peu plus loin. Et sinon, quelles sont les personnes alors qui n'ont jamais essayé d'entrer dans Proust et qui sont un petit peu curieuses et qui viennent maintenant voir qui c'est ? Ah, une personne. Très bien. Ah, monsieur aussi, 2 personnes. Mais c'est parfait. Alors là, vous allez rentrer dans un univers, bienvenue dans l'univers de Proust, vous allez voir, il y a vraiment de quoi faire. Et enfin, donc, quelles sont les personnes ici qui ont lu l'intégrale de Proust, s'il y en a ? Alors, oui, alors, je suis désolée, les auteurs, effectivement, heureusement, d'abord, et vous êtes hors jeu, excusez-moi. Mais donc, il y a 2 personnes dans la salle, madame ? Voilà, très bien.
Oui, sur le Est-ce que vous êtes impressionné d'ailleurs, justement, Stéphane et Eliane Dezant-Jones, par les personnes qui ont réussi à lire Proust dans la totalité Vous pouvez prendre les micros si vous voulez intervenir, hein, c'est vraiment une discussion ouverte. Oui. Hein. Ce qui nous concerne, Eliane et moi, c'est pas tellement Proust que la réaction à Proust. C'est justement ça. Parce qu'on pourrait tous parler de Proust, mais Parlez bien devant le micro, pardon. Énormément de gens pourraient parler de Proust. Oui. Nous, ce qui fait qu'on est là, du reste, c'est qu'on s'est préoccupé de cette difficulté prétendue à la lecture de Proust. Et on a des moyens de l'aborder, puisque c'est un grand bénéfice de l'avoir lu. Donc c'est plutôt un service à rendre aux gens de les aider à lire Proust. C'est plutôt, pardon, un service. C'est un bénéfice. On est meilleur. C'est bien de lire Proust, quoi. Ça change les gens de lire Proust. Oui. Alors comment est-ce que justement vous êtes rentré dans l'univers de Proust? Est-ce que vous avez tout englouti en une fois? Est-ce que vous êtes revenu à plusieurs reprises sur les tomes de Proust, Eliane Dezant-Jones? Alors je commence par vous dire que pour moi, le livre de Proust était un interdit par mon père. Parce qu'il m'avait dit que ce n'était pas pour les jeunes filles. Il avait sans doute raison, mais pas pour les raisons qu'il pensait. Donc, lorsque je suis entrée en classe préparatoire, au programme, il y avait du côté de chez Swann. Donc, je suis rentrée triomphante à la maison en lui disant « Il faut que je lise du côté de chez Swann ». J'avais donc 18 ans, 19 ans. Et là, je suis tombée amoureuse d'un texte. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, si vous avez des auteurs préférés, sans lesquels vous ne pouvez pas vivre. Mais c'est ce qui m'est arrivé. Et pour moi, Proust était trop court. C'est-à-dire qu'après que j'ai lu La recherche du temps perdu, j'ai lu son premier roman inachevé qui s'appelle Jean Santeuil. Il faut me pardonner, je suis professeure, donc je ne peux pas m'empêcher. Hein. Donc j'ai lu Jean Santeuil. J'ai lu après ce qu'il a écrit qui s'appelle Contre Sainte-Beuve, qui est très important parce que là, il fait la différence entre la vie privée et la vie publique. Entre le moi que nous manifestons, comme il dit, dans nos habitudes, dans la société, dans nos vices, d'un côté, et ce qu'il appelle le moi créateur. Donc, vous voyez, au départ, il voit chaque personne comme divisée. Et ensuite, bien sûr, j'ai relu À la recherche du temps perdu. Et enfin, je termine pour donner la parole à Stéphane. Je suis entrée ensuite au CNRS pour m'occuper des manuscrits de Proust. Et j'ai fait 2 éditions, une du côté de chez Swann et une du côté de Guermantes. Donc moi, je continue à vivre avec Proust. J'essaie de m'en débarrasser. J'écris un roman policier, ça n'a pas marché. J'écris maintenant un livre pour enfants. J'espère que nous en avons fini. Et moi, j'ai raté le premier coup. C'est-à-dire que j'étais dans la marine, donc, et à Djibouti, je m'étais cassé la jambe. Et vous savez qu'on dit que pour lire Proust, il faut se casser la jambe, il faut avoir du temps. Alors je m'étais cassé la jambe, je dis, bon, voilà, ça y est, j'attaque Proust. Et ça m'est tombé des mains. J'avais 20 ans, ça m'est tombé des mains. Et je pensais que jamais plus je ne lirais Proust. D'ailleurs, pour moi, c'était c'était pas possible, c'était poussiéreux, c'était casse-pied. Et c'est bien plus tard, 20 ans plus tard, que ma femme et moi, nous sommes enguirlandés là-dessus, parce qu'elle avait lu Proust. Et elle me dit, mais relisez Proust, etc. Et j'ai relu Proust, enfin j'ai recommencé à lire Proust plutôt pour avoir raison, pour lui montrer comme Proust était snob et poussiéreux et ennuyeux. Et là, ça a marché. J'avais 35 ans, donc c'était 15 ans après. Et là, c'est pour ça, du reste, que pour ceux qui n'ont pas lu Proust, je dirais, c'est un peu banal de dire ça, mais c'est une chance de ne pas avoir encore lu Proust, parce qu'on a la chance de pouvoir le découvrir. Mais aussi, moi qui vais souvent dans les lycées, je me dis c'est embêtant. C'est le seul moment où on peut attraper les gens parce qu'ils sont obligés de vous écouter, d'avoir un prof et tout ça. Mais en fait, Proust, c'est bien de le lire à partir de 45 ans, 50 ans. Je dirais que plus tard on le lit, meilleur c'est. Vous êtes d'accord, Eliane? Non, il faut le lire quand on est prêt à le lire. Et certaines personnes sont prêtes à 7 ans, d'autres à 77. Et il faut laisser la liberté de l'âge tout de même. J'ai fait une gaffe. Mais est-ce que Proust, justement, n'est pas une espèce de miroir aussi? Son œuvre n'est pas un miroir sur notre propre temps passé? C'est-à-dire que pour les personnes qui se replongent dans Proust à différents âges de la vie, on peut découvrir Proust d'une autre façon et avec une autre résonance, parce que notre vécu aussi, nous avons avancé dans la vie et nous avons peut-être une autre perception de la lecture de Proust. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Eliane. Tout à fait. Moi, je pense que quand on a un chagrin d'amour, il suffit de lire Proust, Un amour de Swann. Ça nous prend tellement de temps que le chagrin est passé après 3 mois. Donc, c'est une très, très bonne lecture. C'est une bonne thérapie. Je le crois.
je le crois. D'ailleurs, Proust, à un moment, s'est comparé effectivement à un thérapeute, l'écrivain comme thérapeute, qui permet à chacun de se retrouver dans le livre. Et lui-même, il dit qu'il écrit pour que les gens se reconnaissent dans son texte. Donc il dépend de vous, finalement, lecteur, de vous reconnaître dans les mots qu'il écrit. Et je vous avoue que c'est assez facile. Hein. Alors effectivement, il y a cette notion et il y a aussi le fait, alors c'est curieux parce que vous parliez tout à l'heure du fait que vous étiez marin. Hier, il y a eu, je ne sais pas si vous avez regardé l'émission La Grande Librairie, il y avait Yann Kefelec qui disait qu'il avait découvert un autre roman très ardu de Joyce, Ulysse de Joyce, à la faveur justement d'une navigation par pas de vent. Et donc voilà, ça a été pour lui une parenthèse qui lui a permis de rentrer dans ce roman, dans une œuvre très ardue qu'il n'aurait pas eu l'audace ou le courage d'aborder autrement. Et on rentre là aussi dans ce qui fait peur aux gens, c'est-à-dire l'œuvre monumentale de Proust, qui demande aussi une certaine part active du lecteur, c'est-à-dire il faut se ménager du temps, il faut se ménager une réceptivité qui n'est pas celle qu'on peut trouver dans un roman de gare qu'on lit en 2 heures. Oui, c'est la fameuse jambe cassée, hein, c'est ça, il faut avoir du temps. Oui. Et moi, je suis d'ailleurs émerveillé de voir parfois dans le métro à Paris des personnes qui lisent Proust. Moi, je serais incapable de faire ça comme ça. Il faut vraiment... je rentre dans la lecture et je raterai toutes mes stations. Et, ceux qui peuvent, et d'ailleurs, je suis envieux de ça, parce que ça veut dire qu'ils peuvent saisir un moment de liberté, pour jouir de Proust. Alors, j'avais une petite citation, si j'arrive à la retrouver. Excusez-moi, c'est un peu... les paperolles à moi. Pendant ce temps-là, je vais dire que pour les gens qui vraiment ont du mal à commencer la recherche du temps perdu par du côté de chez Swann, il faut littéralement sauter la Madeleine. C'est-à-dire qu'il faut oublier les 40 premières pages. Parce que les 40 premières pages, en fait, c'est la fin du roman. Et donc, si vous commencez avec l'histoire du petit enfant qui va dans le village d'Illier, qu'il transforme en Combré, et qui évoque ses souvenirs d'enfance, comment c'était quand il allait chez sa tante, et comment il découvre la cruauté des adultes, ce que c'est d'aimer, de souffrir, etc. Je pense que si vous commencez par la page 41, ça dépend des éditions, hein, c'est vrai que ça sera plus facile parce que vous n'aurez pas à passer par tout le côté théorique qui, en fait, commence le roman. Et donc, vous pourrez revenir à la Madeleine. Après, je pense que tout le monde sait que ce livre est basé sur la mémoire involontaire. Un narrateur trempe une Madeleine dans une tasse de thé et tout soudain se souvient, avec en fait 3000 pages passées partout, de comment il était quand il était enfant. Donc je crois que c'est peut-être une bonne façon de commencer que de commencer au vrai début du livre qui commence « Il y est vu de 10 lieues à la ronde ». Donc voilà la première phrase qui vous aidera, je pense, à entrer dans le texte. Voilà une astuce donc, pour ceux qui voudraient se lancer dans la recherche plus facilement, entre guillemets, sachant que peut-être précisément ces premières pages qui sont très lentes, un peu hypnotiques, donnent aussi le rythme et permettent à l'esprit d'être réceptif à la langue de Proust. Pour revenir un tout petit peu en... Pardon. Oui, je dis que ce que vous dites, la réflexion à propos de la lecture hypnotique, moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Et au contraire, j'ai relu ces 40 premières pages jusqu'à satiété, tellement j'étais envoûtée. Donc, moi, ça ne m'a pas gênée du tout. Alors, il faut dire aussi que c'est un peu spécial parce que je suis malvoyante et je ne peux plus lire. Et j'ai écouté Proust. Et ça, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que la musicalité des phrases de Proust et le rythme des phrases est aussi très important et très particulier. Envoûtant, vraiment envoûtant. Alors, c'est vrai que c'était lu par Trintignant. Donc, il y a la voix de Trintignant qui est là aussi, hein, qui accompagne bien. Mais vraiment, j'ai eu ce sentiment complètement d'hypnose. C'était magique. Ces 40 premières pages, pour moi, ça a été... Et je suis rentrée dans la recherche comme ça. Mais en lisant les 40 premières pages plusieurs fois. Voilà. Mais vous savez, c'est ce que dit André Gide dans un billet Angèle. Il dit il suffit de lire Proust à haute voix pour voir comment le texte s'étage. Donc vous voyez, vous avez complètement la même expérience que lui. Peut-être. Pardon, monsieur, on va vous passer le micro parce que les personnes derrière vous ne vous entendent pas. Je dis c'est valable pour la plupart des écrivains, du moins des écrivains classiques, des écrivains qui ont un style, parce qu'il y a une musique qui fait que lorsque c'est
lu par un acteur qui sait bien lire, bien sûr. On entend cette musique, sinon on l'entend dans sa tête lorsqu'on déchiffre. Parlez bien devant le micro. Simplement en lisant. Hein. Oui. Je voulais dire aussi, si on veut entrer dans la recherche du temps perdu d'une façon plus facile, du moins dans Marcel Proust, il y a un livre que je trouve délicieux, c'est Les plaisirs et les jours. Et Les plaisirs et les jours, il y a des poésies sur la peinture, du moins sur deux peintres, Albert Cuip et Van Dyck, qui sont absolument délicieux à lire. Et quand on a le tableau, le départ pour la promenade d'Albert Cuip, où je ne sais plus, c'est un portrait d'un prince de Van Dyck, et quand on lit ces vers, on se dit, mais comme critique de peinture, c'était patent. Hein. Et il y a plein de petits textes dans Les plaisirs et les jours qu'il a écrits quand il était jeune homme. Et à mon avis, s'il n'était connu uniquement que pour ce livre, ça serait déjà un très bon écrivain. Bien sûr, après, bon, la fameuse recherche du temps perdu. Très bien. Je voulais juste, si vous permettez, donc j'ai retrouvé la petite citation d'il y a 5 ou 10 minutes. Donc Proust, qui était interrogé justement sur la publication de son premier tome de la recherche, disait qu'il était bien embêté parce qu'il aurait bien aimé justement tout publier d'un seul coup, mais ça n'était pas possible, et donc il a eu cette phrase « Je suis comme quelqu'un qui a une tapisserie trop grande pour les appartements actuels et qui a été obligé de la couper ». Donc on est bien là dans justement ce rapport entre l'auteur et le lecteur. Si vous voulez réagir justement à cette citation... Et l'éditeur aussi, bien sûr. Alors, ça nous amène directement à votre travail, justement, Eliane Dezan-Jones et Stéphane Noé, parce que vous avez été obligés, vous, justement, de couper dans la tapisserie de Proust. Enfin, moi, j'ai passé ma vie à couper dans la tapisserie de Proust, parce que lorsqu'on a établi les éditions, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, je ne veux pas être trop technique, mais quand même, il y a eu une première édition qui a paru du vivant de Proust jusqu'à La prisonnière, et ensuite c'est son frère qui a repris la publication avec de multiples problèmes, parce que dans La recherche du temps perdu, il y a encore certains personnages qui meurent 2 fois, il y a des redites, donc notre travail d'édition, je dis notre parce que c'était une équipe, c'était de retrouver les manuscrits, d'aller aux 75 cahiers de brouillon et de voir ce que Proust avait véritablement écrit par rapport à ce qui avait été publié. Parce qu'il écrivait tellement mal, enfin, je veux dire, son écriture était si difficile à déchiffrer que Clara Quefferé, qui avait fait l'édition en 51, n'ont pas eu accès à tous les manuscrits, qu'il fallait vraiment être une équipe pour déchiffrer. Certains mots sont encore indéchiffrés à l'heure où je vous parle. Donc vous voyez, il y a eu non seulement des coupures et des ajouts qu'il a fallu qu'on fasse, mais il a fallu qu'on tienne compte que c'était un auteur qui ne savait pas s'arrêter. C'est comme Thomas Wolfe, il ne savait pas s'arrêter. Si vous regardez ces cahiers, il y a des phrases dans la marge, évidemment au verso, des renvois à n'en plus finir. Et je dois dire que les éditions commencent à être finies d'une certaine manière. Donc nous avons maintenant un texte fiable. Donc Stéphane et moi, nous sommes partis quand même d'un texte fiable. Alors oui, peut-être là on rentre vraiment dans le cœur de votre travail. Peut-être, alors Stéphane, Eliane... aussi, vous pouvez intervenir. Stéphane, comment avez-vous procédé déjà pour justement couper dans la tapisserie de Proust, pour persuader un éditeur aussi de votre folle entreprise qui était donc de transmettre Proust en bande dessinée pour un public jeune et enfants et jeunes et vieux. Enfin, expliquez-nous. En ce qui concerne les éditeurs, persuadés, j'en ai quasiment pas persuadé, puisque j'avais envoyé mes 12 premières pages et un synopsis à tous les éditeurs de bande dessinée, donc Casterman, Dargaud, Glénat, etc. Et je ne connaissais pas Delcourt, il y a 15 ans, Delcourt, qui maintenant est le plus grand, était tout petit, il n'existait quasiment pas. Et moi j'étais convaincu que tous se précipiteraient pour m'éditer. J'étais convaincu, d'ailleurs je me disais, mais comment je vais choisir, etc. Et en fait, j'ai reçu que des lettres de refus. Et je n'ai reçu qu'une lettre de Delcourt à qui je n'avais pas écrit, me disant « J'ai entendu parler de votre projet, ça m'intéresse parce que je suis en train de lire Proust avec ma femme. » Et donc j'ai failli ne pas être édité. Et ce qui est amusant, c'est que tous m'ont rappelé après, tous m'ont recontacté
Ça fait 15 ans, donc tous, il n'y en a pas un qui manque, tous, même certains qui ont disparu, pour méditer. Mais je suis fidèle à Delcourt parce que c'est le seul qui m'a donné ma chance. Alors, lorsque vous aviez votre projet, est-ce que vous aviez déjà votre découpage complet dans l'esprit, ou bien est-ce que, comment avez-vous procédé vraiment? Non, en fait, j'ai pris des petits cahiers. Et si vous voulez, d'ailleurs, quand on lit, on voit des images. Enfin, je trouve ça, c'est quasiment impossible de ne pas voir d'images quand on lit ou quand on entend lire. Et en fait, instinctivement, c'était vraiment complètement intuitif, je dispatchais, si vous voulez, mes réactions entre ce qui serait de l'image, ce qui serait du dialogue, ce qui serait de la voix off, vous savez, la voix du narrateur, et ce qui disparaîtrait. Et c'est triste, mais il y a des choses qui disparaissent parce que ce n'est pas nécessaire. Enfin, en tout cas, puisqu'il faut que je coupe, je dois sacrifier parfois de très belles phrases. D'accord. Et c'est un travail... alors, bon, il y a 7 volumes donc, dans la recherche. Je vais récapituler, je préfère le lire. Du côté de chez Swann, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, Le côté de Guermantes, Sodome et Gomorrhe, La prisonnière, Albertine disparue, Le temps retrouvé. À l'heure actuelle, Stéphane, vous en êtes où? Actuellement, là, je suis en train de faire le 7e tome de ce format, bande dessinée, qui correspond uniquement à Du côté de chez Swann complet et bientôt à L'ombre des jeunes filles en fleurs complet. Donc j'ai mis 15 ans à faire un quart du travail, ce qui veut dire qu'a priori, de mon vivant, je ne peux pas terminer. Et alors c'est amusant, je ne sais pas si c'est amusant, mon éditeur cherche un repreneur en quelque sorte, vous voyez, parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait prendre tant que il tient le coup et qui peut transmettre les données techniques. Et en fait, personne ne veut. Parce que c'est un travail très long. Moi, je trouve passionnant, j'adore ce que je fais, mais les autres ne sont pas intéressés. C'est triste, hein. Donc, mais si ça se trouve, il n'y aura que ce que je ferai. Après moi, plus de BD. À moins que vous créiez des émules. Voilà, peut-être ici, mais il faut vraiment être audacieux. J'aimerais bien, surtout que tout de même, c'est quand même surprenant, mais ça marche très bien quand même. Ça marche très bien. Et je suis traduit en 27 langues. Oui. Donc, économiquement, déjà, ça devrait tenter simplement, la bande dessinée, c'est occupée actuellement par un personnel qui n'aime pas ce genre de travail, un peu fastidieux, avec ce qu'on appelle la ligne claire, vous savez, la BD belge. La BD belge, le problème, c'est qu'il faut faire un trait complet. Puis en plus, comme ça doit être traduit, il faut que je fasse tous les dessins complets, parce que les bulles ne sont pas placées au même endroit, au Japon, en Chine, au Brésil. Il y a des langues qui sont plus ou moins encombrantes, donc les bulles prennent plus ou moins de taille. Donc je suis obligé de faire tout ce qui sera même derrière une bulle. Vous imaginez que pour un feignant, ce que ça peut être de dessiner tout ce qui sera derrière, en disant que personne ne le verra jamais, sauf peut-être les Lituaniens. Et combien de temps consacrez-vous de votre vie à votre œuvre à vous, du coup? Parce qu'effectivement, c'est titanesque. Hein. Je mets 3 ans pour un album. Ouais. Mais enfin, je fais d'autres à côté de ça. Oui, je rappelle que je me repose, mais enfin, je fais aussi des dessins pour la presse. J'ai fait un bouquin sur la littérature maritime, parce que j'adore ça. Je fais, puis des commandes, comment on appelle ça, des ménages. Vous savez, des commandes très, très bien payées, ce qui me permet d'attendre mes droits d'auteur tranquillement. Bien. Alors, peut-être pourrait-on faire circuler votre ouvrage, justement, si quelqu'un, que vous puissiez prendre connaissance du travail donc, de Stéphane Heuet, parce qu'effectivement, entre le dessin, les citations de Proust et le commentaire, c'est un travail énorme, de choix énorme. Eliane Dezon-Jones, alors vous, c'est encore plus drastique ce que vous avez eu à faire, puisque vous ne ferez qu'un tome, vous pensez, du Petit Marcel? Oui. Vous voulez vraiment vous en débarrasser cette fois-ci? Oui, je voudrais rompre avec Marcel, si c'était possible. Voilà. Mais enfin, je pense qu'au départ, Stéphane et moi, nous avions la même idée de rendre Proust accessible. C'est-à-dire que, puisque ça intimide certaines personnes, de trouver des moyens de le rendre accessible. Alors, j'ai commencé par un roman policier, Meurtre chez Tante Léonie, donc. Et puis, j'ai ensuite essayé le conte pour enfants, pour une raison très très simple, c'est que je voulais que mes petits-enfants, à moi, aient accès à Proust d'une manière ludique. Et je pense que c'est ce qui va se passer, hein. D'accord. Mais du coup, je vous pose la même question qu'à Stéphane Heuet. Comment avez-vous procédé pour
pour votre découpage, j'allais dire drastique, du coup, dans la tapisserie, on y revient, sachant que vous avez inclus le personnage donc, du petit Marcel dans l'histoire aussi de la recherche du temps perdu, ce qui est une complexité supplémentaire. C'est-à-dire que Proust a eu beaucoup de mal à trouver son titre. Et alors, ce que j'ai imaginé, c'est que le fantôme du petit Marcel, qui a 7 ans, donc, quand il vient, rencontre 2 petites filles, dont ma petite fille, qui s'appelle Alix, je n'ai même pas pris la peine de changer le nom, et une de ses cousines, qui se trouve à Ille-et-Combré. Il les réveille pendant la nuit, parce qu'il a une crise d'asthme, et donc il réveille ces 2 petites filles. Et ces 2 petites filles, durant les vacances de printemps, durant les vacances d'été, vont le retrouver et l'aider à trouver un titre. Alors, évidemment, comme je connais les manuscrits, je sais quel titre lui-même Proust s'était proposé avant cela. Il y a Devant les stalactites du passé, la patine vernie, c'est ça? Oui. Souvenir du temps passé. Donc il a beaucoup réfléchi sur son titre et j'ai intégré tous ces éléments dans mon histoire. Voilà. Et pendant les vacances d'hiver, il va rencontrer un petit garçon qui est un petit cousin. Et c'est grâce à Stéphane que j'ai rajouté cet épisode parce que j'avais oublié, figurez-vous, une scène capitale dans Proust qui est le baiser du soir. Comment est-ce que le roman de Proust commence? C'est parce que la maman du petit Marcel, du narrateur, ne peut pas aller l'embrasser avant qu'il ne s'endorme parce qu'elle a des amis chez elle en bas. Donc je pense que nous avons tous l'expérience, absolument tous l'expérience, d'avoir besoin de quelqu'un le soir pour nous embrasser quand on est enfant et même plus tard. Et que donc, lorsque l'enfant envoie un mot à sa mère et que la mère ne répond pas, il va décider plus tard d'écrire 3000 pages pour pallier en quelque sorte cette absence. Alors, en 4e de couverture de votre livre, Eliane Dezon-Jones, Le fantôme du petit Marcel, il y a cette phrase du fantôme du petit Marcel, justement. Donc, dis-leur que je n'écris pas un livre pour les grandes personnes, mais pour que les grandes personnes se souviennent de comment elles étaient quand elles étaient petites. C'est le but de votre livre aussi ? Je crois. Et je crois que c'est un livre, finalement, qui a été écrit pour que ce soit un adulte qui le lise à un enfant. Je me suis rendu compte de cela plus tard. Il me semble que une mère ou un père ou une tante ou quelqu'un de la famille peut lire ce livre à l'enfant en lui faisant voir les illustrations. Parce que ce que nous avons fait, c'est que nous avons semé des noms qui se trouvent dans la recherche du temps perdu, Guermantes, Villeparisis, etc., pour que les enfants, tout simplement, se souviennent des noms et les associent avec les images. De sorte que plus tard, quand ils auront lire le texte à la recherche du temps perdu, ce qu'ils retrouveront, ce seront des noms. Ils seront moins intimidés en tant qu'adultes parce qu'ils auront déjà eu une espèce de premier contact ludique avec le texte à travers donc cette espèce d'instrument optique qu'est ce livre-là. Oui, parce que en fait, beaucoup de personnes ne lisent pas Proust parce qu'on leur dit que c'est pas lisible. On leur fait peur. Il y a une sorte d'association de ceux qui ont pu lire Proust dans la douleur et qui n'aimeraient pas qu'on le lise facilement. Et cette espèce de prévention qu'ont les lecteurs, elle est vraiment, je dirais, criminelle, parce que moi, je trouve pas ça difficile de lire Proust. Simplement, j'avais peur de le lire. Effectivement, le début était peut-être un peu fastidieux et on peut s'en affranchir. Je crois qu'on peut d'ailleurs s'affranchir de beaucoup de choses à la recherche. Après, effectivement, il y a des scansions qui nous prennent. Et puis, donc... Mais ce qui m'embête, c'est de voir cette espèce de coalition secrète de ceux qui ne veulent pas qu'on lise Proust, en fait. C'est-à-dire, moi, je l'ai lu... je fais partie d'une élite. Vous vous rappelez, il y avait une pub pour Vénilia, vous vous rappelez pas de ça? Il y avait une pub, oui. il y avait un homme qui montait une copine d'un horaire. Ah, j'ai lu Kierkegaard, j'ai lu Proust, etc. Elle a fait, ah bah t'as pas lu Vénilia, parce que chez lui c'est atroce. Ah oui, exact. Et parce que Proust, c'est un nom commun. C'est casse-pied comme Proust. Mais c'est pas vrai, Proust, c'est pas casse-pied. D'ailleurs, longtemps je me suis couché de bonne heure, c'est pas une phrase longue. Non, effectivement. C'est justement là, il a bien amorcé en fait. C'est un bel hameçon. Oui, mais avant d'arriver à longtemps, je me suis couchée de bonne heure. Il y avait 14 phrases de début auxquelles il a dû renoncer. Hein. Donc voilà. D'accord. Vous pouvez peut-être nous en dire plus sur ces phrases? Comment est-ce qu'il a... Je ne me souviens pas ce qu'il avait boutiqué, si je puis dire, mais il y a 14 versions du début parce qu'il n'arrivait littéralement pas à commencer. Et d'ailleurs, le premier ne s'appelait pas du côté de chez Swann, mais simplement Charles Swann. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour ces personnages, Proust prenait
ce dont il avait besoin dans les personnes qu'il connaissait. Ça l'agaçait beaucoup qu'on lui dise qu'il avait écrit une autobiographie, ce qu'on peut comprendre. Et il explique, je cite, « Il n'y a pas une clé pour les personnages de mon livre, mais pour un personnage, 8 ou 10 clés ». Donc, il y avait un petit bout, je ne sais pas moi, de son premier amour, Marie Bernardaki, un petit peu de la comtesse Greffule, un petit peu encore de quelqu'un d'autre, et il mélangeait tout ça pour créer un personnage. Il a d'ailleurs été inquiété par certaines personnes qui ont cru se reconnaître et qui n'étaient pas du tout contentes de se voir décrites. Par exemple, la duchesse de Guermantes n'était pas du tout contente que, dans le texte, le narrateur dise à la fin, dans sa première rencontre, « Quelle buse !» Et Robert de Montesquieu a été consterné de comprendre, ce qui est quand même très intelligent, qu'il resterait célèbre non pas pour ce qu'il avait écrit, mais parce qu'il avait inspiré le personnage de Charlus. Exactement. Ouais. C'est effectivement assez féroce. Je ne sais pas, au stade où on en est, si vous avez des questions peut-être, ou si vous voulez intervenir, n'hésitez surtout pas, hein, parce que... pardon, monsieur, on va vous faire passer le micro. Pardon. Je veux dire, moi j'ai lu du côté de chez Swann, et parce que ça me faisait plaisir, tout simplement, hein, sinon j'aurais fermé le livre et puis j'aurais plus jamais lu. Et j'ai trouvé qu'il y avait des passages très rigolos quand il parle de la servante de la tante Léonie, de toutes les petites histoires qu'il y a à Illier-Combray. C'est vraiment très savoureux, hein. Enfin, moi j'ai trouvé comme ça. S'il y a des gens qui trouvent que c'est casse-pied, ben, ils n'ont qu'à ne pas lire Proust, tout simplement. Hein. Non, mais personne n'est forcé. Il y a des centaines d'auteurs. Hein, non, mais vous avez raison. Une des raisons pour lesquelles j'ai adapté en bande dessinée, c'est parce que les personnages m'ont fait penser aux Deux Dupont, à Haddock, à Séraphin Lampion, etc. Et à Bécassine pour Françoise. Alors, pour ceux qui auraient justement le livre de Stéphane Huet entre les mains, vous avez à la fin un 18 pages, donc en plus, alors voilà, ça c'est très bien, d'explications sur les lieux, sur les personnages, et vous avez ce qu'on peut appeler un trombinoscope en fait des personnages, donc de la recherche, et vous-même vous avez été... vous êtes assez taquin, parce qu'on croit reconnaître dans un personnage d'écrivain Philippe Sollers, si je ne m'abuse. Enfin, vous avez semé, vous aussi, des petites références assez ludiques, comme a pu le faire Proust. Vous avez raison, c'est tout sauf ennuyeux. Hein, c'est un vrai dédain. Oui, c'est vrai. J'ai même caché les Deux Dupont à un endroit. C'est invisible. J'ai caché Tintin. Je me suis servi pour l'atelier d'Elstir de l'atelier de Monet. Donc effectivement, il y a des sortes de petites clés. Mais ce qui est délicat, c'est qu'il ne faut pas que ça accroche la lecture, parce qu'il ne faut pas que le lecteur tout d'un coup se dise tiens, je vais aller chercher le jeu des 7 erreurs, etc. Vous voyez, c'est plus quelque chose qui se découvre en deuxième lecture, et c'est surtout quelque chose qui moi m'amuse, quoi. Alors, pardon, vous vouliez intervenir ? Je dois vous dire qu'il y a aussi de l'humour scatologique qui est dispersé à travers toute la recherche. Et une des phrases que mes petits-enfants préfèrent, c'est, pardonnez-moi d'être vulgaire, ce n'est pas parce qu'on va faire caca chez la duchesse Pipi qu'on fait partie de la grande société. Oui, effectivement, on a tendance aussi à résumer Proust à la Madeleine. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même La Captive qui est très dure, Sodome et Gomorrhe qui se passe aussi dans un milieu interlope homosexuel avec du sadomasochisme. Enfin, il y a un aspect de Proust qui passe systématiquement à la trappe quand on en parle finalement. Je me rappelle, je dédicaçais, peu importe, à la Poste du Louvre. Et puis, il y a une vieille dame, parce qu'au début, mon lectorat, c'était que des dames, et puis des hommes assez âgés, et qui est venue me voir, alors qu'à côté, il y avait d'autres dédicaces, il y avait Rahan, etc. Et elle me dit, moi, je vais offrir ça à mes petits-enfants, vous comprenez, c'est quand même bien, etc. Je vais offrir ça à mes petits-enfants, quelque chose de sérieux. Et je me disais, mais comment est-ce qu'elle va faire pour faire ça à petits-enfants quand je vais dessiner Charlus, enfouetté, enchaîné dans le bordel pour hommes, là, hein. Et donc, voilà. C'est vrai qu'il y a des moments mignons, mais il y a des moments qui sont nettement moins. Qui sont effectivement durs. Alors justement, j'allais vous poser la question, est-ce que vous, puisque vous êtes proposé d'aller jusqu'au bout de la recherche, vous allez forcément devoir, à l'usage des enfants, si je peux dire, faire dessiner un tome à propos de Sodome et Gomorrhe et La Captive autant Le Fantôme de Tim Marcel est un livre qui est destiné aux enfants, même si c'est effectivement, je pense que les parents qui doivent le lire, oui. Autant ma bande dessinée n'est pas destinée aux enfants, hein. C'est une lecture différente qui m'est venue. Quand j'ai eu le malheur de perdre mes parents très jeunes. Et mes grands-parents autour de moi, c'est une hécatombe. Mais, à quelque chose malheur est bon, j'ai hérité des bibliothèques énormes.
Donc j'ai une documentation gigantesque. Ce qui fait qu'en lisant Proust, je pouvais lire pratiquement instantanément toutes les monographies sur les écrivains, les peintres dont il parlait, Oui. etc. Bon. Et donc je me disais, mais c'est pas possible que quelqu'un ait à sa disposition toute l'œuvre de Giotto pour aller voir ce que c'est que les allégories des vices et des vertus, etc. Et donc au début, mes bandes dessinées, elles étaient faites pour fournir une documentation au lecteur en disant, vous avez lu Proust? Oui, mais vous ne voyez pas ce que c'était à l'époque que les militaires qui passaient à Châteaudun, les cavaliers, etc. Comment était la maison de Tante Léonie, justement, d'Elisabeth Amiot, etc., etc. Y compris d'ailleurs les cardons à la moelle, par exemple. Vous voyez, les cardons à la moelle, à Paris, on ne les connaît pas trop bien. Et c'est ça, c'était plutôt au début un travail documentaire. Et ça s'intéresse pas. Il y a un travail de documentation énorme, hein, effectivement. Et donc c'est pour ça que c'est pas tellement fait pour les enfants. Oui. D'ailleurs, il y a beaucoup de textes quand même. Hein. Vous savez, c'est comme Mozart, là, trop de notes. Bah, moi, il y a un peu trop de textes. Effectivement, sur un forum, j'ai vu, oui, c'est bien ce qu'a fait Stéphane Houet, c'est comme Tintin, mais il y a beaucoup plus de textes. Hein. Ça avait l'air d'être presque une critique. Alors, j'ai une chose très curieuse. Je reçois quand même un peu de courrier. Et dans ce courrier, il y a une phrase un peu type qui est Monsieur Huet, alors voilà, j'ai bien aimé votre BD, etc. Mais alors surtout, au début, il y a beaucoup de textes, un peu difficiles, mais après, il y en a moins, c'est mieux. C'est curieux, parce que c'est pas vrai. Évidemment que non, je ne mets pas à mettre moins de texte à la fin de chaque album et recommencer avec beaucoup de textes et faire moins de textes. C'est simplement que les lecteurs, quand ils ne sont pas rompus à l'exercice d'une phrase avec plus de 3 propositions grammaticales, sont capables de recouvrer la possibilité de le faire. Donc même une bande dessinée peut faire lire, je veux dire, lire la typographie, les propositions grammatiques, les bouchées de souffle, comme on dit maintenant. Oui, peut faire rentrer dans le récit, oui, tout à fait. Alors, je voulais peut-être revenir, Eliane Dezan-Jones, justement aussi à la connexion que vous établissez entre le monde des enfants actuels et le monde du petit Marcel, qui est alors très intéressante parce qu'on parlait justement, donc, et vous êtes bien placé pour en parler, du foisonnement des textes et des notes de Proust. Et effectivement, le petit Marcel vient voir ses enfants en disant « je suis embêté », et il est là, il étale toutes ses feuilles, ses fameuses paperoles avec son écriture très alambiquée, et donc ces morceaux de papier qui se déplient dans tous les sens. Et les enfants sont à l'heure et à l'âge de l'ordinateur. Et là, ce qui était très intéressant, c'est ce que vous avez, la connexion que vous avez établie entre eux, mais je préférais que ce soit vous qui en parliez, si vous pouvez. Alors cette scène est très belle. Merci. Alors, une des petites filles lui dit, elle voit ses mains tachées d'encre, elle voit que sur les cahiers qu'il a autour de lui, il fait des renvois, c'est tout raturé, et elle lui dit, mais enfin, pourquoi tu n'as pas un ordinateur, ça t'éviterait de faire des ratures. Et il lui dit, mais est-ce que ça garde les brouillons? Et elle lui répond, mais tu n'en as pas besoin de garder les brouillons, puisque de toute façon, tu tapes et hop, le texte est parti. Donc, c'est vrai qu'autour de l'ordinateur, j'ai essayé d'expliquer comment notre lecture a changé. Par exemple, lorsque moi, j'ai lu du côté de chez Swann, je n'avais pas à ma disposition un livre comme toi, parce que pour les reproductions de Zéphora de Botticelli. Alors, j'explique. Lorsque Proust fait un personnage, il ne vous dira jamais elle a les yeux bleus, il a les yeux verts. Il vous dira elle ressemblait, Odette de Crécy, à la Zéphora de Botticelli. Bon. Donc, maintenant, Zéphora de Botticelli, on clique sur l'ordinateur Google, vous le voyez immédiatement. Il y a plusieurs années, ce n'était pas possible. Et donc, ça entretenait un mystère sur comment était le personnage, alors que maintenant, il nous suffit véritablement d'aller directement trouver le tableau auquel Proust fait référence. Je voudrais insister sur le fait que vous aviez raison de mentionner Monsieur les plaisirs et les jours. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait moi-même. Et c'est vrai que Proust est à la fois, bien sûr, écrivain, mais il avait une très grande connaissance de la peinture et il avait une très grande connaissance de la musique grâce à sa mère qui était une excellente pianiste. Donc, vous voyez, c'est une œuvre qui est complète parce qu'elle fait référence à tous les arts en même temps. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer un tout petit peu aux enfants, qu'il n'y a pas de séparation entre littérature, peinture et musique. Tout est lié. L'art est une espèce de grand ensemble que nous pouvons de plus en plus faire communiquer grâce à la technologie maintenant. Il en parle beaucoup aussi avec la sonate de Oui. Oui. Monsieur dit donc que Proust parle beaucoup de la sonate de Vinteuil, effectivement, qui est très importante dans la recherche. On s'est demandé si c'était pas Saint-Saëns. Oui. Alors on peut peut-être expliquer. Oui.
Si vous voulez, La recherche du temps perdu, c'est aussi l'histoire d'un monsieur qui essaie de devenir écrivain et qui a des modèles. Alors, il a 3 modèles. Il a un modèle de musicien qui a une vie privée malheureuse, mais qui est un grand musicien. Il a un peintre qui s'appelle Elstir, qui est un composé de tous les peintres impressionnistes auxquels vous pouvez penser. Et il a évidemment un modèle d'écrivain, Bergotte, qui est l'écrivain idéal que lui-même, ce narrateur, essaie finalement de remplacer. Voilà. Vous voulez peut-être intervenir, mesdames, messieurs, justement aussi poser des questions par rapport à tout ce qui est dit ou par rapport aux ouvrages qui circulent justement là. Vous savez, je pense que pour moi, Proust me fait l'effet en permanence, depuis le début, d'un peintre qui ne saurait pas dessiner et qui décrit les tableaux qu'il aurait peints. Il a une façon de décrire les tableaux qui fait que j'ai aucun mal. Si vous voulez, pour parler crûment, je décalque les textes de Proust. Je fais que ça. Et pour la musique, il a dit que c'était rien, que c'était un petit peu de Wagner, parce qu'il aimait beaucoup Wagner, etc. Et moi, j'ai dû inventer, enfin, j'ai pas inventé, d'ailleurs, je suis allé rue de Rome. Vous savez, à Paris, rue de Rome, il y a tous les marchands de musique, de partitions et d'instruments de musique. Et donc, je suis arrivé, parce que moi, je connais pas le solfège, et alors, je suis arrivé, j'ai dit à un vendeur, derrière une fille qui avait un violon dans le dos, un bonhomme moi, je suis arrivé en étant totalement ignare de tout ça, et je dis, voilà, je m'occupe d'un texte, et il y a donc sonate pour violon et piano en fa mineur, en fa dièse, pardon. Et alors il faudrait, est-ce que vous auriez un musicien qui pourrait correspondre à ça, qui aurait fait ça, et puis qui aurait cette vie bizarre, puisque donc le personnage de Vinteuil a une vie malheureuse, sa fille est lesbienne, il est veuf, etc. Et il m'a trouvé un personnage, non pas en me disant c'est celui-là, parce qu'il n'existe pas, ça s'appelle le roman Vinteuil, mais un personnage qui pourrait, ça pourrait faire la blague, comme on dit. C'est-à-dire, il m'a trouvé Charles Valentin Alcan, aujourd'hui presque oublié, enfin il y en a quand même certains qui se souviennent de lui, qui était un contemporain de Liszt, qui connaissait bien, qui aurait pu être célèbre, mais qui avait un caractère de cochon, et qui ne sortait qu'à certaines heures, donc il n'a jamais pu recevoir les récompenses parce qu'il ne sortait pas après 16 heures, etc. Et il voulait adapter le Talmud en musique. Vous voyez, encore un adaptateur fou. Et ce gars-là a composé effectivement une sonate en violon-piano en fa dièse. Et donc j'ai pu avoir, alors il m'a donné ça, c'était beau à voir, moi je pouvais juste voir ça, il y avait plein de partitions avec plein de notes, des croches, des doubles, des tiers, c'était ça, et j'ai pu décalquer ça, alors que Proust lui était capable non pas de déchiffrer la musique, enfin presque je pense déchiffrer la musique quand même. C'est un artiste Proust, mais un artiste polymorphe. Je ne suis pas. On va vous passer un micro, madame. Les noms de Bergotte et d'Elstir, moi, ça m'a toujours gênée. Je trouve que ce ne sont pas des trouvailles très intéressantes et je me suis toujours demandé s'il avait eu d'autres idées avant de conclure sur Bergotte et Elstir, parce que je trouve que ce Bergotte, je trouve que ça correspond pas à l'image de l'écrivain qu'il décrit. Puis Elstir, c'est pareil, je trouve que ce sont des noms qui correspondent pas. Mais bon, ça c'est peut-être tout à fait personnel. Mais je voulais savoir s'il n'y avait pas eu d'autres, dans ses ratures, s'il n'y avait pas eu d'autres noms qu'il aurait pu choisir. Mais si, bien sûr que si, en moyenne, il avait sinon qu'il essayait de mettre dans certaines phrases, jusqu'à ce qu'il se fixe sur un nom. Alors pour Elstir, on pense que c'est une espèce d'anagramme de Whistler, par exemple, du peintre anglais Whistler, vous voyez. Et le. Voilà, donc par exemple. Alors Bergotte, bien sûr, on a beaucoup parlé de Bergson, qui était d'ailleurs son cousin, enfin par alliance. Et puis pour Vinteuil, je ne sais pas comment il est arrivé à Vinteuil. Si je sais, c'est parce que son premier roman s'appelait Jean Santeuil, et il a gardé ce teuil qui, pour lui, était une syllabe particulièrement importante, comme la syllabe de Guermantes, par exemple. Oui, oui, tous ces noms-là, Guermantes, Vinteuil, ça va. Mais c'est vrai que c'était Elstir. Et le plus Whistler, et voilà, vous avez la clé. Merci. Supposé. Oui, bien sûr. D'autres personnes peut-être qui voudraient intervenir. Sinon, ce qui est intéressant, évidemment, pour revenir à votre travail à vous, Eliane de Zonjones et Stéphane Huet, c'est de savoir comment vous vous êtes rencontrés. Enfin, comment, j'imagine que c'est vous, Eliane, qui avez fait appel à Stéphane. Comment avez-vous défini justement l'illustration du Petit Marcel ? Alors, moi j'ai rencontré le travail de Stéphane Huet tout à fait au début lorsqu'il a publié donc son premier recueil, et j'ai beaucoup aimé
la manière dont il avait découpé Proust. C'est vrai que ça fait un petit peu polémique dans les milieux proustiens universitaires, parce que c'était, tu te rends compte, Proust en bande dessinée, etc. Moi, j'étais fanatique des dessins et du découpage dès le début. Donc, il faut vous expliquer que j'habite 6 mois à l'étranger et 6 mois à Paris, et que... Enfin, je ne veux pas aller trop dans la confidence, mais nous avons une maison de famille que nous sommes en train de vendre. Et j'ai pensé que la meilleure façon de la garder, c'était d'écrire une histoire pour mes petits-enfants qui se passerait donc dans cette maison-là. Donc, en 3 mois à peu près, j'ai écrit cette histoire, sauf le baiser du soir. Et lorsque j'ai fini le texte, je l'ai envoyé à Stéphane, parce que je ne pouvais penser à personne d'autre qui l'illustrerait. C'est plus qu'illustrer. Qui comprendrait ce que j'essayais de faire finalement. Et je lui ai envoyé est-ce que tu voudrais bien lire et me dire si ça t'intéresserait de l'illustrer? Et par retour de mail, j'ai reçu oui. Voilà. Et ça a commencé comme ça. Et ça a continué des 2 côtés de l'Atlantique. Et c'est vrai que nous avons travaillé ensemble. À un moment, je suis allée pratiquement m'installer chez lui les matins. Et que nous avions une espèce de regard et de retour. Je travaillais sur autre chose, sur Yourcenar, pendant que lui-même faisait les dessins. Mais nous nous consultions finalement pour que le dessin corresponde exactement au texte. Et je dois dire qu'il est extrêmement rare que des imaginaires se rencontrent. Mais je crois que ce livre est le fruit, effectivement, de cette rencontre-là. Et je suis très reconnaissante à Stéphane d'avoir accepté si rapidement. Moi aussi, et fier. Ce que je voudrais ajouter, c'est important, c'est que autant toutes les scènes que j'ai eu à illustrer, ne sont pas des scènes proprement dites de la recherche. Elles n'illustrent pas une scène de la recherche. Elles sont pourtant totalement à 100% proustiennes pour moi. Et lorsque Eliane dit nos imaginaires se sont rencontrés, c'est pas tellement que nos imaginaires se soient rencontrés, c'est que l'imaginaire de Proust est devenu notre imaginaire. On pense complètement ces scènes. Vous savez, moi, qu'est-ce qui m'a accroché le plus en lisant Proust? C'est d'abord Combray. Et pourquoi? Parce que moi, quand j'habitais Brest, mon père était officier de marine, le dimanche, imaginez les dimanches à Brest en octobre, j'étais enfermé chez moi, l'escalier qui sentait l'encaustique, le repas du dimanche éternel avec le reste à table, mettez mains, etc. Et j'ai retrouvé ça dans Combray. J'ai retrouvé cette ambiance petit bourgeois étouffante. Et vraiment, je me suis retrouvé. Et toutes les scènes que fait vivre Eliane à ses personnages sont des scènes de personnages de la recherche, même si ce sont effectivement des personnages de petites filles. C'est pour ça que pour moi, c'est tout ce que Proust n'a pas écrit. Vous voyez? C'est un peu ça. Et d'ailleurs, ces petites filles vont aussi dans des lieux, à Cabourg, etc., qui sont les lieux de la recherche. Oui, tout à fait. Alors, le dessin, précisément, l'illustration que vous avez faite, excusez-moi, mais j'ai terriblement chaud. Le dessin, donc, dont vous êtes l'auteur, il est là l'illustration est un petit peu plus fantastique. Le trait est un peu moins, justement, ligne claire. Les couleurs s'estompent. J'aimerais que vous me parliez, justement, de l'atmosphère que vous avez réussi à créer dans le... Alors, d'abord, il y a des raisons techniques. Les bandes dessinées que je fais donc en ligne claire, on appelle ça la BD belge. C'est une sorte de cloisonné en quelque sorte. C'est parce qu'il faut que ce soit un dessin un peu universel à l'international. Alors que là, je pouvais me laisser aller à faire ce que j'aime, c'est-à-dire que c'est plus aquarellé. Vous voyez, c'est plus quand même, le trait est beaucoup moins visible et plus poétique. La bande dessinée peut difficilement être poétique. Le trait de la bande dessinée peut difficilement être poétique. Il y en a qui s'y sont risqués, ça marche pas très bien. Il faut avoir un contour net, il y a des mouvements, etc. Là, ce sont des scènes de genre en fait que je dessine. Il faut dire aussi que j'ai laissé à Stéphane toute liberté. Je lui ai dit tiens, fais ce que tu veux. Donc évidemment, je n'avais même pas de... Je pensais qu'il illustrerait ou il mettrait en regard les images par rapport au texte. Et nous avons été d'accord sur tout. Notre éditeur, à un moment, n'a pas aimé une illustration que nous avons supprimée, mais que nous avons quand même gardée, nous avons cachée. Voilà. Mais sinon, les scènes qu'il a illustrées correspondaient tout à fait à ce que j'attendais. D'ailleurs, il connaît mon texte mieux que moi, parce qu'à un moment, je me dis, tiens, Gilberte doit avoir une robe verte. Je lui téléphone, je lui dis, tu pourrais pas mettre une robe verte à Gilberte? Et il me dit, non mais attends, tu peux relire ton texte, elle est blanche dans ton texte. Voilà, on a travaillé comme ça. Et puis il faut dire aussi que, de façon très discrète, je dirais presque perverse,
Eliane, qui donne l'impression d'un texte facile, d'un texte pour enfants, etc., distille des concepts proustiens, comme celui du télescope et du microscope, et ces idées-là, et du souvenir, etc. Et donc j'ai eu aussi, non seulement à illustrer des dessins, je dirais, mais des illustrations, en quelque sorte, pour enfants, mais aussi à dessiner des concepts. Et ça m'a aussi vraiment beaucoup intéressé. Et je suis bien content que ce genre de petites images, de textes, puissent être insidieusement installés dans le cerveau des enfants pour plus tard. Vous n'êtes pas trop dérangé par le ventilateur, Eliane Desangeon? Très bien, excusez-moi. Je rebondis. Comme Jean-Pierre Foucault, la mèche. Je reviens sur ce que vous venez de dire, parce qu'il y a aussi justement les petites Madeleines de Proust, qui sont des petits clins d'œil presque à tous les bas de page, et qui ressemblent à des soucoupes volantes. Je suppose que ce n'est pas un hasard. Et en fait, ça vient d'une des assistantes de Viviane, parce que Viviane Ami est une éditrice exceptionnelle qui règne sur une toute petite bande de jeunes filles absolument adorables, délicieuses et très travailleuses, et qui avaient leurs idées, qui vous donnent envie de continuer votre livre parce qu'elles vous disent qu'elles aiment ce que vous faites, voyez. Et en fait, elles intervenaient comme ça pour dire, est-ce que vous pourriez nous faire des petites madeleines, puis on les mettrait comme ça. Donc l'idée de les faire voler comme ça, c'est une idée d'éditrice, de jeune éditrice. Donc Viviane Ami, si vous nous entendez, merci. Bien, peut-être avez-vous justement des réflexions, ou si vous voulez intervenir pendant ces dernières minutes de rencontre, parce qu'il y aurait évidemment énormément encore à dire. Eliane Desangeon et Stéphane Heuet aussi, on n'a fait qu'effleurer justement aussi vos deux livres. Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent essentielles et qu'on n'a pas dites Moi, j'espère que, puisque vous êtes là ce matin, vous allez vous précipiter du côté de chez Swann. J'espère vraiment qu'on vous a donné envie, avec nos échanges, d'aller lire le texte et de réessayer. Parce que je dois vous faire une confidence. Moi, dans certains textes, je n'entre pas. Et ça a été le cas pour moi, pour Mémoire d'Adrien. La première fois que j'ai lu Mémoire d'Adrien de Yourcenar, je n'ai pas pu littéralement entrer dans le texte. Si seulement quelqu'un m'avait fait une petite bande dessinée de Mémoire d'Adrien, ça aurait été peut-être plus facile. Et or, par la suite, j'ai essayé 2 fois, ça ne marchait toujours pas. Et à un moment, je l'ai repris et j'ai pu le lire. Donc, même si vous avez déjà essayé, même si vous avez des a priori, peut-être que vous pouvez l'avoir à côté de vous, le texte de Proust, du côté de chez Swann, et de temps en temps, essayez. De temps en temps, essayez de voir si vous entrez. Et pour entrer par la petite porte, ou du moins par une porte latérale, si je puis dire, bien sûr, je ne suis pas là pour faire la promotion du livre, mais peut-être que Le fantôme du petit Marcel peut vous aider, parce que je pense que ça vous rappellera comment vous étiez quand vous étiez enfant. Stéphane ? Je voudrais ajouter quelque chose. Ma sœur aînée est prof de français. Et lorsque j'ai quitté la marine, en lui disant, voilà, je prends une année sabbatique pour... et me dire, bon, oui, je vais adapter Proust en bande dessinée. Et ma sœur, mais vraiment, elle aurait sorti les oignons, parce que j'étais un vampire, ça aurait été pareil. Elle m'a dit, mais comment oses-tu, etc. Et puis je l'ai fait quand même, bien sûr. Et il n'y a pas très longtemps de ça, il y a 5 ou 6 ans, à un Noël, elle avait dû forcer sur le Sauterne, et elle me dit, oh, c'est quand même bien, grâce à toi, j'ai pu lire la recherche, j'ai pu découvrir la recherche. Et je dis, mais comment tu m'interdisais de le faire alors que tu ne l'avais pas lu ? Et c'est très révélateur. Dans le journal de Jean Cocteau, il raconte qu'il rencontre le président des Amis de Goethe en Allemagne, qui lui dit « Goethe est le grand inconnu de l'Allemagne, on le vénère, ce qui dispense de le lire ». Et bien Proust, c'est ça. Donc ce qu'on fait avec Eliane, et ce que je fais avec cette bande dessinée-là, c'est une façon de casser cette sorte de cabas qui enferme cette œuvre magnifique et qui fait que des gens sont dissuadés de le lire par un tas de gardiens du temple qui sont nocifs. Mmh. Alors, est-ce que ça vous a donné envie de lire Proust pour certaines personnes? En tout cas, d'essayer? Oui. Ben, écoutez, tant mieux, très bien. Je suppose que vous avez eu des retours précisément d'enfants ou de grandes personnes par rapport à ce que vous avez fait. Stéphane, le témoignage de votre sœur est un très beau témoignage qui illustre justement ce que vous faites peut apporter aux grands et aux petits. La scène du baiser, c'est pour ça que j'en ai parlé avec Eliane. La scène du baiser, c'est certainement celle qui revient le plus à partir de la bande dessinée chez les enfants. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui résonne chez tous les enfants, c'est le baiser de la maman qui ne vient pas, ou l'attente du baiser qui va venir. Ce qu'on peut essayer de faire aussi, en dehors de la lecture, qui est bien sûr essentielle,
Monsieur, pardon, excusez-nous, on va vous passer le petit micro parce qu'il y a des personnes au fond qui ne vous entendent pas. C'est d'aller faire un petit tour à Illiers, qui d'ailleurs s'appelle maintenant Illiers-Combray, et comme il y a la haie des cartes, hein, et d'aller visiter la charmante petite maison de la tante Léonie avec le petit jardin devant, parce qu'il y a plein d'objets qui sont très émouvants et qui sont évoqués dans son livre. Hein. Et c'est beaucoup plus facile de faire ça. Mais évitez d'y aller au moment de la saison, en juillet et août, parce qu'il y a beaucoup de monde. Hein. Alors là, ça perd tout le charme. Bah, c'est surtout là que j'ai mis un cadavre dans le jardin, dans Meurtre chez Tante Léonie, donc... Est-ce qu'on peut le chercher, votre Oui, bien cadavre dans le sûr, jardin? vous aussi chercher les personnages et les personnes réelles qui ont contribué à ce meurtre. Mais en tout cas, on comprend bien que l'univers de Proust est très ludique. Ouais. On voit bien que vous avez joué avec, que vous jouez avec, que vous donnez envie de jouer avec. Et voilà, je crois que c'était très intéressant que vous témoigniez de cet aspect ludique, cet univers qu'on n'a jamais fini de découvrir complètement, comme un peu Alice au Pays des Merveilles, finalement. Et donc, pour terminer, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Évidemment, il y a plein de citations de Proust. Vous voulez peut-être en donner une ou deux, ou pas du tout, mais... Oui, moi je veux bien citer Virginia Woolf. Quand elle a lu Proust, elle a dit qu'est-ce qu'il y a à écrire après ça? Et je crois que c'est la question que nous nous posons tous, nous auteurs qui essayons d'écrire. On se dit effectivement, qu'est-ce qu'on peut écrire après ça? La réponse, c'est peut-être un conte pour enfants. Ben, on peut écrire, heureusement d'ailleurs, parce que sinon ce serait trop intimidant. Le fantôme de la statue du commandeur, non, heureusement qu'il y a eu des livres après la recherche. Stéphane, vous avez peut-être une citation qui vous vient de Proust ou quelque chose Une citation, enfin c'est une blague. Monsieur parlait de l'humour de Proust. Alors elle est attribuée à Proust, je crois que c'est vrai, c'était dans le couloir de Suzy de Proust, il y avait paraît-il un télégramme, mais je crois que c'est aussi qu'il le fait dire à Charlus, c'est impossible venir dîner ce soir, mensonge suis. Je m'en sers souvent. Oui. Il y a plein de blagues, effectivement. Alors, des choses un petit peu plus sentencieuses de Proust. La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c'est la littérature. Et une toute dernière, que c'est aussi un personnage qui dit ça au narrateur enfant. Tâchez toujours de garder un morceau de ciel au-dessus de votre vie, et on peut peut-être ajouter un livre à côté de vous, parce que, voilà. Pour enfants. Pardonnez-moi, mais vous savez, quand on a travaillé sur le manuscrit, on peut plus rien faire. Donc la citation que vous avez dite, que vous avez effectivement dite, c'était la seule vie. Par conséquent, Proust, jusque-là, enfin, on avait lu réellement vécu. La seule vie réellement vécue, c'est la littérature. Et ce que Proust avait écrit, c'est la seule vie pleinement vécu, c'est la littérature. Et c'est notre travail à nous, dans les nouvelles éditions, d'être revenus au manuscrit et donc d'avoir corrigé les erreurs finalement de l'imprimeur. Parce qu'après tout, on veut bien lire l'inconscient de Proust, mais on ne veut pas lire l'inconscient des différents imprimeurs qui ne pouvaient pas littéralement lire le texte. Voilà, pardonnez-moi, ce n'est pas du tout une correction, mais réellement et pleinement, c'est quand même pas la même chose, surtout quand vous avez des thèses sur le réalisme de Proust qui s'inspirent de cette phrase-là qu'il n'a jamais écrite. Voilà. Donc on voit qu'il y a encore matière. Madame ? Oui, du côté de chez Swann, et du côté de Guermantes, j'ai fait. D'accord. Voilà. Et à quelles éditions? Alors attendez, Guermantes c'était chez Flammarion et du côté de chez Swann c'était le livre de poche classique. D'accord. Mais il y a plusieurs éditions qui sont toutes basées sur une nouvelle recherche des textes. D'accord. Elles sont toutes. Par exemple, moi j'ai l'édition de la Pléiade qui est un peu ancienne. L'ancienne. Oui. Il faut acheter la nouvelle. Et je peux le dire parce que je n'y ai pas participé, je n'ai aucun droit. Mais vraiment, la nouvelle Pléiade est beaucoup plus exacte pour le texte que l'ancienne, tout simplement parce que les chercheurs ont eu accès à de nouveaux manuscrits. Ce n'est pas du tout la faute des gens qui ont édité dans les années 50. Ils ont fait le mieux qu'ils ont pu, mais maintenant, nous avons tous les documents. Et moi, j'ai commencé avec l'ancienne, la Clarac, oui. Et j'aimais bien, parce qu'il y avait grand-mère écrit G-A-N-D, apostrophe mère. C'est vrai. Grand-mère. C'est vrai. Ça joli. C'est vrai.
Moi, je vous propose, si vous voulez bien, de continuer peut-être cet échange cet après-midi, du coup, avec Stéphane Huette et Eliane Dezon-Jones, qui peuvent dédicacer leurs livres au stand, donc, que je ne dise pas de bêtises, le stand de la librairie Sorams, Paul 1, qui est juste derrière vous, voilà, tout près, à partir de 15h. Voilà, c'est ce qui est convenu. Merci à vous tous et bonne comédie du livre à vous tous. Merci beaucoup, Eliane Dezon-Jones. Merci beaucoup, Stéphane Huette, pour votre travail.